Abordons la première partie du chapitre consacré aux bases du traitement du signal. Dans ce chapitre seront abordées les bases du traitement d'un signal, traduction, généralement électrique, de la mesure d'un phénomène physique. Après un aperçu des principaux types de signaux, nous aborderons la première grandeur caractéristique, c'est-à-dire la valeur efficace. Plus complètement, sera examinée ensuite la décomposition en série de Fourier d'une fonction périodique. Pour une fonction quelconque, la transformée de Fourier sera définie et ses propriétés examinées. Afin d'utiliser la puissance des outils numériques, la forme discrète de la transformée de Fourier sera introduite, ses propriétés et ses limites mises en avant. Nous terminerons en illustrant ces notions par le schéma d'un analyseur par transformée de Fourier discrète. Un signal, traduction d'un phénomène physique, est déterministe si sa valeur à chaque instant peut être calculée de façon unique, sous réserve que les lois qui régissent le phénomène soient modélisables. Par opposition, un phénomène aléatoire ne peut être que statistiquement connu à chaque instant, son signal étant donné par une loi de probabilité. En pratique, les signaux déterministes les plus importants sont les signaux périodiques, sinusoïdaux ou harmoniques, ou la combinaison de signaux harmoniques de fréquences multiples entiers d'un fondamental, comme les vibrations d'une machine tournante. Parmi les signaux non périodiques, sont également très importants les signaux transitoires comme la réponse d'une structure à un choc ou impulsion. Seuls les signaux aléatoires stationnaires, dont les valeurs caractéristiques probables sont constantes, sont exploitables. On peut, par exemple, citer les bruits des écoulements de fluides. Les signaux physiques résultent souvent de la superposition de phénomènes périodiques et aléatoires. Pour calculer la valeur efficace d'un signal, on intègre le carré de celui-ci sur un intervalle TA, dit temps d'intégration, précédant l'instant τ, puis on divise par TA, obtenant ainsi la valeur quadratique moyenne ou puissance moyenne. La valeur efficace est déduite comme la racine carrée de celle-ci. On revient ainsi à la dimension de la grandeur physique mesurée. La valeur efficace notée par l'indice EFF ou RMS est donc, en général, fonction de l'instant de calcul. Dans les voltmètres efficaces, le signal passe au travers d'un circuit évaluant le carré de la fonction, puis l'intégration est réalisée par un circuit dont la constante TA est généralement réglable. La division par TA et la racine carrée correspondent à de simples changements d'échelle. Pour un signal aléatoire, cette valeur calculée ne pourra être sensiblement constante que si le signal est stationnaire et le temps d'intégration suffisamment long. La valeur efficace est souvent exprimée en décibels en rapportant son carré, représentatif de la puissance moyenne, à une valeur de référence, elle-même élevée au carré. Le résultat est multiplié par 10 pour passer des bels aux décibels. D'où le facteur 20. Dans le cas d'un signal périodique, la valeur efficace peut aussi être définie par l'intégration sur une période entière. Cependant, les voltmètres efficaces utilisent un temps d'intégration indépendant de la période du signal. Pour que les deux valeurs soient sensiblement égales, il faut que le temps d'intégration soit grand devant la période. Illustrons ceci, à l'aide d'un instrument virtuel. Le générateur de signaux, ici un signal sinusoïdal, peut être réglé en fréquence. On peut aussi choisir le type de signal parmi les 4 classiques, comme le signal triangulaire symétrique. La fenêtre de droite, zoom signal, reprend les points à droite du curseur rouge, ajustable, fixant ainsi le temps d'intégration TA. Le voltmètre, analogique, en bas à droite affiche la valeur efficace de la fenêtre de zoom. On voit qu'en changeant la position du curseur, donc le contenu de la fenêtre de zoom, la valeur efficace mesurée se modifie au voisinage de la valeur théorique de 0,707 du signal sinusoïdal. Si on supprime la synchronisation, sans changer la durée TA de la fenêtre d'intégration, la valeur efficace est fluctuante. De même si on modifie la phase du signal synchronisé. L'ajout de bruit au signal rend aussi la valeur efficace fluctuante, qu'il soit synchronisé ou non.
En déplaçant le curseur à gauche, on augmente le nombre de périodes pris en compte dans le calcul de la valeur efficace, dont les fluctuations diminuent. Soit une fonction g périodique de période t0, de fréquence f0, de pulsation ω0. Cette fonction peut s'écrire comme la somme de sa valeur moyenne à 0 et d'une série trigonométrique infinie de fréquences nf0, d'amplitude cn et de phase φn. Les valeurs de a0, an et bn sont calculées par des intégrales sur une période. Cn s'en déduit comme la racine carrée de la somme des carrés de an et bn. Illustrons cette décomposition en série de Fourier à l'aide d'un nouvel instrument virtuel. Activons le signal rectangulaire symétrique par rapport à l'origine des temps, variant entre -1 et +1. Cette fonction se décompose en une série de cosinus déphasés de 0 ou de π, mais ne comportant que des harmoniques de fréquences multiples impaires de celles du fondamental. Passons en revue les premières composantes. Le fondamental. L'harmonique 3. L'harmonique 5. On voit que la décroissance des amplitudes n'est pas très rapide. Il est en effet assez difficile de reconstituer un rectangle à l'aide de sinusoïdes. On peut imaginer qu'il est beaucoup plus rapide de reconstituer un triangle symétrique. Vérifions. En utilisant la forme exponentielle complexe des cosinus et sinus, la série de Fourier peut être transformée. En combinant les intégrales de an et bn, on obtient une nouvelle forme des coefficients de la série complexe. On remarque que ces coefficients, ainsi que a0, peuvent s'écrire sous la forme unique gn, en étendant n à tous les entiers négatifs, nuls ou positifs. Dans ces conditions, la fonction g de t peut s'écrire à l'aide d'un seul type de terme complexe. Considérons une fonction g de oméga, telle que g de oméga égale gn pour toute valeur de oméga multiple entier de oméga 0, pulsation fondamentale, nulle pour toute autre valeur de oméga. La correspondance entre g de t et g de oméga définit une fonction discontinue de la fréquence, ou pulsation, appelée spectre. Examinons les propriétés du spectre. Appelons Rn et In les parties réelles et imaginaires de Gn. Comme g de t est réel, Rn et In sont calculés par les deux intégrales de fonctions réelles. On déduit les propriétés R, moins n, égale Rn et I, moins n, égale moins In, soit G, moins n, égale conjugué de Gn. À noter que le conjugué est noté par un astérisque en exposant. Comme G de oméga est nul en dehors des fréquences de valeurs discrètes Fn égale Nf0, on déduit la propriété G de moins oméga égale conjugué de G de oméga, montrant que le spectre a ses parties pour les fréquences positives et négatives, conjuguées. Continuons à examiner les propriétés du spectre d'une fonction réelle. Comme la fonction cosinus est paire et la fonction sinus impaire, si g de t est paire, g de oméga sera réel et si g de t est impaire, g de oméga sera imaginaire. Effet d'un décalage temporel de g de t. Si on note gn de t0 le spectre de la fonction décalée g de t-t0, il sera égal à Gn de 0, c'est-à-dire le spectre de la fonction non décalée, multiplié par exponentielle de moins Jn oméga 0 t0, ce qui correspond à une rotation de phase de chaque ray du spectre proportionnellement à n. À chaque fréquence, on fait correspondre deux composantes ou rays, ce qui n'est qu'une représentation conventionnelle, car la notion de fréquence négative n'est pas physique. Même pour une simple fonction cosinus d'amplitude 1 et de fréquence f0, dont la décomposition en exponentielle complexe fait apparaître deux rays d'amplitude 1/2 aux fréquences f0 et moins f0. Compte tenu des propriétés précédentes liées, rappelons-le, uniquement au fait que la mesure g de t est réelle, le spectre peut être représenté en parties réelles et imaginaires, ou bien en modules et phases. Notons que parties réelles et modules sont paires tandis que parties imaginaires et phases sont impaires. Revenons à une forme réelle du spectre, pour les fréquences positives. Écrivons Gn sous la forme du module et de la phase. Compte tenu des propriétés de parité et d'imparité, la série de Fourier peut à nouveau être écrite en série réelle de cosinus, comme au début. Ce qui permet de relier les différentes formes des coefficientes, A0 égale G0,
Cn égale 2 modules de Gn. Comme il s'agit de fonctions sinusoïdales, on peut introduire la valeur efficace de chaque composante Cn sur racine de 2. D'où les graphes classiques de valeur efficace et de phase, limités aux fréquences positives ou nulles. Enfin, introduisons les relations entre la puissance calculée dans les domaines temporels et fréquentiels. D'après le théorème de Parseval, la puissance peut se calculer d'une part comme la valeur moyenne sur une période de la fonction du temps élevée au carré, appelée puissance instantanée, et d'autre part comme la somme de moins l'infini à plus l'infini des modules des raies du spectre, élevés au carré. En revenant aux seules fréquences positives, les composantes du spectre de puissance sont doublées, donc égales à la valeur efficace Cn sur racine de 2, élevée au carré. En les ajoutant à la valeur moyenne à 0 au carré, on obtient la puissance totale égale par ailleurs à G efficace au carré. D'où la relation, très importante, qui donne la valeur efficace d'un signal périodique à partir de sa valeur moyenne et des valeurs efficaces de chaque composante sinusoïdale. Ceci termine la première partie du chapitre consacré au traitement du signal.